évolutions, quelles implications pour l'agronomie et la génétique. Et on va tenter de répondre aux trois questions plus ou moins ensemble et au fil de cet aperçu, en reprenant un regard historique aussi sur la sélection et l'évolution des systèmes de culture. Alors la tomate, un légume aux usages très diversifiés, c'est le légume le plus consommé au monde, avec une grande diversité d'usages et surtout une dichotomie entre les tomates destinées à la transformation et les tomates pour le marché de frais, comme on va le voir, et puis une production en constante augmentation, 160 millions de tonnes produites dans le monde aujourd'hui, avec essentiellement la Chine qui s'est mise à cultiver des tomates depuis une vingtaine d'années sur des surfaces de plus en plus importantes. Alors, la biologie de la tomate, c'est à la base une liane à croissance indéterminée, mais vous en avez tous connu, voire cultivé, au gourmand intempestif, et dans la culture, 20 à 40% du coût de production correspond à la main-d'œuvre qui est employée soit pour attacher la plante, enlever les gourmands, et aussi récolter les fruits, parce que je crois qu'il y a beaucoup de similarités avec le blé qu'on a entendu tout à l'heure dans la sélection, mais par contre, c'est bien une plante où chaque fruit est important en tant que tel. Et c'est toute la difficulté du travail de sélection. Alors en termes d'innovation variétale, peut-être aussi deux caractéristiques de la tomate. D'une part, il y a quelques mutations qui ont été essentielles à sa culture et dans son histoire. Par exemple, la tomate d'industrie n'a plus cette croissance indéterminée, mais a une croissance déterminée. Elle va produire quelques bouquets et pouvoir être récoltée mécaniquement, comme on le voit sur la photo ici, et ce, grâce à une mutation dans un gène qui est apparu, qui a été découverte aux États-Unis chez un agriculteur dans les années 1914. Donc ça a complètement révolutionné ce type de culture. Autre caractéristique, le recours aux espèces sauvages. La tomate vient d'Amérique du Sud. Il y a toute une série d'espèces sauvages qui sont utilisées en génétique et qui ont été à la source de la plupart des progrès génétiques. Ici, par exemple, sur la photo, l'espèce sauvage la plus proche de la tomate cultivée, Solanum pulpinellifolium, c'est une tomate groseille qui a été à la source de la généalogie des variétés de tomates d'industrie très fermes qui permettent de récolter mécaniquement et d'accumuler dans une benne jusqu'à 1 mètre de tomates les unes sur les autres sans faire du coulis de tomate dans la benne directement. Alors je vais plus passer maintenant à ce qui nous intéresse aujourd'hui principalement, c'est la tomate de frais. Ici aussi des conditions de culture très diversifiées avec une évolution qui est passée du plein champ dans les années 60 aux abris froids, aux serres d'abord en pleine terre à partir des années 70 et aux serres hors sol qui sont maintenant environ 10% des surfaces mais 60% de la production, du fait principalement d'un rendement très différent qui va de 40 tonnes hectares à peu près en plein champ à 300 tonnes hectares en hors sol, sachant que ce sont des cultures, c'est en partie le rendement, enfin la différence de rendement par plante, mais surtout aussi des cultures qui vont durer 11 mois et non pas seulement 5-6 mois en plein champ. Alors les objectifs de sélection de la tomate, c'est pareil que le blé, on cherche le mouton à 8 pattes, des attentes multiples et contradictoires. Pour les producteurs, il va falloir répondre en termes de rendement, de précocité, de stabilité, d'adaptation. Ensuite, on a cherché à répondre aux distributeurs qui veulent de la fermeté, de la conservation en matière de qualité commerciale. Ensuite, l'acheteur va bien entendu choisir sur la base de la couleur et de l'aspect. Et éventuellement, il faudra qu'on réponde à la demande des consommateurs en matière de qualité gustative et nutritionnelle. Toujours faire mieux, jamais moins, donc il faut empiler des caractères qui sont également plus ou moins antagonistes. Si on regarde cette évolution des critères au fil de l'histoire, on peut mettre en parallèle les conditions de culture et les critères de sélection. Donc dans les années 50, on était en plein champ uniquement, on sélectionnait surtout sur la précocité, quelques résistances aux maladies qui sont très importantes, un petit peu sur la qualité, l'éclatement. Dans les années 60-70, les premiers abris arrivent. On va avoir les premiers hybrides F1 qui vont également voir le jour. Et on va travailler sur l'homogénéité du calibre et de la forme des fruits.
Les années 70, on va adapter les variétés au jour court de façon à étaler la production sur les saisons hivernales, et toujours de nouvelles maladies pour lesquelles on va trouver de nouveaux gènes de résistance qui seront introduits dans les variétés. À partir des années 80, on a le début des cultures en serre hors sol, et là, l'adaptation aux cultures d'hiver devient vraiment un objectif essentiel. À partir des années 90, on dira qu'il s'agit plus de diversification, et puis un critère extrêmement important et qui a beaucoup modifié les conditions de culture, c'est la longue durée de conservation des fruits, qui a conduit à des fruits très fermes et rejetés en partie par les consommateurs du fait de leur mauvaise qualité gustative, ce qui a justifié après de reprendre la segmentation du marché pour la qualité gustative. Les années 2000, je dirais, sont caractérisées par la production et la protection raisonnée et de nouveaux pathogènes qui posent encore problème. Juste quelques illustrations. Donc, par exemple, premier objectif, stabilité, homogénéité du calibre. On est passé de vieilles variétés très hétérogènes à des hybrides F1 aux fruits beaucoup plus homogènes et qui vont produire sur 11 mois exactement, avec très peu de modifications du rendement au fil de l'année. Les résistances aux maladies sont essentielles. On a différentes maladies suivant les conditions de culture. Pas de traitement efficace pour toutes les maladies, bien évidemment, et donc on a recherché toujours les résistances génétiques. Il faut savoir que tous les gènes de résistance aux pathogènes proviennent des espèces sauvages chez la tomate, et une variété moderne contient environ 6 à 8 gènes pour 6 à 8 maladies différentes. Alors là, la sélection assistée par marqueur est généralement utilisée par les sélectionneurs. Pour les adaptations au stress abiotique, on a été aussi recherché dans les espèces sauvages des sources de résistance au froid, à la sécheresse ou à la salinité du sol. Alors où on en est dans les années 2000, après 40 ans de sélection de la tomate de frais, je dirais que les années 2000 ont été caractérisées par la segmentation du marché, par la sélection assistée par marqueur, notamment pour les gènes de résistance qui s'est généralisée, l'abandon des projets OGM en Europe. Il faut savoir que la tomate a été la première espèce consommée pour laquelle des variétés OGM ont été commercialisées aux États-Unis dans les années 80. C'est complètement abandonné aujourd'hui. En matière d'adaptation, on a vu la diversification des produits avec les tomates grappes, la diversification, les cerises, etc. Les résistances donc sont cumulées de plus en plus. Et puis, on a l'agriculture raisonnée également pour lutter contre les bioagresseurs. Et on s'intéresse un petit peu plus à la qualité gustative qui reste un des verrous aujourd'hui pour le sélectionneur. Alors, juste une illustration des différentes typologies et de leur utilisation dans les tomates, avec quand même 50% du marché qui correspond aux rondes en vrac, pas forcément très bonnes, mais à fort rendement. Et puis les typologies plus de diversification qui sont plus des marchés de niche.